Salut tout le monde. Au sujet de cette nouvelle vidéo, un titre simple, le professeur Raoult est encore et toujours un héros. Vous savez, les films de super-héros, ça doit nécessairement avoir un sequel et avoir un épisode 2, un épisode 3. Et c'est un peu ce qu'on a vu dernièrement sur, évidemment, la polémique vis-à-vis du protocole Raoult, ces nombreux rebondissements qui nous démontrent bien que la réalité dépasse la fiction. Et au fond, une sorte de diagnostic sur le monde académique en général. C'est pas seulement quelque chose qui a trait à cette crise en particulier, la façon dont a été gérée l'information scientifique, dont la presse a pu blanchir de fausses informations scientifiques, dans cette affaire, en réalité nous interroge sur le mode de production de la connaissance dans le monde universitaire. Et c'est quelque chose qui va faire date. Cette guerre de l'hydroxychloroquine, elle va faire date dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la méthode scientifique. Elle va rappeler ce qu'est la seule et unique méthode scientifique, c'est-à-dire l'essai, l'erreur, la correction, la reproduction. Essai, erreur, correction, reproduction. Depuis les premiers hominidés, c'est comme ça que l'on peut créer un savoir reproductible. Et la science, ce n'est que l'accumulation de savoir reproductible. Vous frappez des silex ensemble, ça crée une étincelle qui peut allumer de la paille et faire un feu. C'est un savoir reproductible, c'est de la connaissance. C'est de la science, bien entendu. La science est antérieure à l'écriture, évidemment qu'elle l'est, tout simplement parce que l'être humain, mais beaucoup d'autres animaux d'ailleurs, procède par essai, erreur, correction et reproduction. Marcher, c'est comme ça, faire du vélo, c'est comme ça, etc. Et donc, toute autre méthode qui oublie que le cœur fondamental de la science, c'est l'essai, l'erreur, la correction, la reproduction, eh bien, est une sorte de dégénérescence scientifique. Il y avait ça au Moyen-Âge. On avait la scolastique médiévale. La scolastique médiévale était une reproduction orthodoxe, mécanique, de principes, qui vous donnait alors des folies, du genre combien d'anges peuvent tenir sur la tête d'une épingle. Ça, c'est une question un peu parascolastique au Moyen-Âge qui a vraiment eu lieu, une controverse sur combien d'anges peuvent se tenir sur la tête d'une aiguille. Et la scolastique médiévale, évidemment, elle a laissé la place à la première méthode scientifique affirmée à la Renaissance, par essai-erreur, mais qui elle-même s'était heurtée. Ça a été bien sûr le cas de Giordano Bruno, le cas de Copernic, le cas de Galilée, qui s'est heurté, bien entendu, donc à la doxa académique déjà de son époque. Les chasses aux sorcières existaient à cette époque, elles existent encore aujourd'hui. Mais le cœur fondamental de la science, c'est l'essai, l'erreur, la correction, la reproduction. Or, on a beaucoup de scientifiques de carrière, beaucoup d'académiques en réalité, peu scientifiques, très académiques, qui ont fait leur carrière sur des études absolument impossibles à reproduire. Soit parce que personne ne les a reproduits, bien qu'elles aient été publiées, soit parce que quand on essaye, on n'y arrive pas. Alors c'est le chercheur notamment Ioannidis, je crois de l'université de Stanford, en 2005, qui a publié, déjà à l'époque pour mettre les pieds dans le plat, il a dit « Une énorme partie des études à comité de lecture en médecine sont fausses. » Fausses, tout simplement, fausses. Donc en fait, on le sait, et pas seulement depuis 15 ans, 2005, on le sait depuis plutôt une trentaine d'années. Et quand Ioannidis déjà avait publié cet article, la majorité des études médicales à comité de lecture sont fausses, eh bien, il faisait déjà la synthèse d'une quinzaine d'années d'observation et de pratique sur la manipulation des données, sur le trucage et sur le fait que la revue par les pairs est bien entendu en crise, malade et dépassée comme technologie administrative aujourd'hui de la science. La revue par les pairs, comprenez-le, en matière de vertu ostentatoire, en matière de virtue signaling, il n'y a pas pratique de meilleur ton pour certains vulgarisateurs ou pour les journalistes que de dire qu'en réalité la revue par les pairs est la base absolue de la science contemporaine. C'est totalement faux. Il existe plein d'exemples de sciences de très haute qualité qui n'a pas été revue par les pairs dans une revue à comité de lecture. Que ce soit les travaux de Tesla en leur temps, mais plus récemment bien entendu les travaux absolument géniaux de Grigori Perelman, qui les a publiés à l'époque dans Archive, une base de données qui n'est pas revue par les pairs. Grigori Perelman est le plus grand mathématicien vivant aujourd'hui.
Malheureusement, il ne travaille plus, précisément parce qu'il a été écœuré à son époque par le comportement abominable de ses pairs et des académicards autour de lui, dont certains avaient essayé de plagier les travaux. Donc Grigori Perelman, le plus grand mathématicien vivant sur Terre, eh bien, ne travaille plus, vit chez sa mère à Saint-Pétersbourg, parce qu'il a été écœuré par les académicards autour de lui. Ça aurait dû déjà nous mettre la puce à l'oreille, c'était entre 2003 et 2006. Il a refusé la médaille Fields et il a refusé $1 million du Clay Institute pour avoir démontré la conjecture de Poincaré. La revue par les pairs, donc, est une méthode administrative. Ce n'est absolument pas une méthode scientifique. La seule méthode scientifique, c'est de reproduire l'expérience. Il n'y en a qu'une. Est scientifique ce qui est reproductible. D'un point de vue philosophique, est scientifique ce qui est contradictible. Notamment par le fait qu'à un moment donné, on peut faire soit mieux, soit ne pas reproduire l'expérience dans certaines conditions. Une théorie est scientifique selon Popper si, eh bien, il est possible de la pousser dans les derniers retranchements de sa reproductibilité. Alors, la revue par les pairs, j'insiste, n'est pas et n'a jamais été une méthode scientifique. Je ne saurais trop le dire, la seule méthode scientifique, c'est quand des gens reproduisent l'expérience. Pourquoi la revue par les pairs n'est pas une méthode scientifique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, aucun des pairs ne reproduisent les expériences. Aucun. Quand on a une revue par les pairs dans un journal à comité de lecture aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des journaux à comité de lecture qui sont parfois créationnistes, on a des journaux à comité de lecture qui sont terre-platistes, on a des journaux à comité de lecture dans certains sous-domaines associés à la théorie du genre ou autres, où vous avez des professeurs titulaires qui vous racontent leur expérience sur des sites porno. Mais leur expérience personnelle, subjective, j'insiste, c'est pas j'ai fait une analyse de ce qui est recherché sur Pornhub, c'est non, je suis allé sur Pornhub, je me suis amusé de la manière que vous pouvez imaginer, et j'en ai tiré cet article à comité de lecture, merci beaucoup, j'ai fait carrière là-dessus. Ceci existe, vous avez un site qui s'appelle Real Peer Review, qui vous fait un petit compendium de toutes les atrocités qui ont été publiées sous comité de lecture. Donc on dit que les comités de lecture garantissent la qualité de la science, c'est évidemment totalement faux, et ça ne peut pas être plus faux qu'avec la guerre de l'hydroxychloroquine, où le Lancet, une des revues les plus prestigieuses au monde en matière médicale, a laissé passer une étude totalement frauduleuse. Ils l'ont rétractée gentiment, avec beaucoup moins de tapage médiatique que ce qu'il y aurait dû avoir, pour éviter qu'on utilise le vrai terme qui était frauduleuse. Cette étude avait des données absolument invérifiables, qui étaient en contradiction avec les faits sur le nombre de morts, sur le nombre d'infectés, etc., qui étaient en contradiction avec la déontologie des bases de données, c'est-à-dire que certaines données n'auraient pas pu être collectées, tout simplement. Ce n'était pas la première. Elle avait été effectivement établie par quelqu'un dont la crédibilité est inexistante et ses collègues lui ont fait confiance d'une façon assez étrange, et donc pire que ça, Lancet, qui est censé avoir de réputation les meilleurs comités de lecture au monde, eh bien l'a laissé passer. Parce qu'elle était à charge contre l'hydroxychloroquine et que vraisemblablement il était dans l'intérêt de Lancet de la laisser passer. En tout cas, c'est ce que certaines interviews ont laissé entendre. Donc, soyez clairs, et absolument clair. Là, la revue par les pairs n'est pas une méthode scientifique, c'est une méthode administrative. Déclarer qu'elle est scientifique, c'est faire de la pseudo-science. Pourquoi? Parce qu'il n'existe bien entendu aucune preuve scientifique que la revue par les pairs, a priori, améliore la science. Jamais qui que ce soit, puisqu'on parle beaucoup d'études en double aveugle, randomisées, etc., jamais qui que ce soit n'a démontré que des articles qui étaient passés par 3 ou 4 pairs, ce qui n'est rien à notre époque, 3 ou 4 pairs a priori en amont, étaient meilleurs que des articles qui avaient subi la vraie expérience de l'histoire, qui est la seule qui compte. Et encore une fois, des travaux exceptionnels dans l'histoire ont été publiés hors revue par les pairs a priori. Mais aucun travail ne peut échapper à la revue de l'histoire, qui est la seule revue scientifique qui compte. De Nikola Tesla à Grigori Perelman. Et nous pourrions citer bien entendu des milliers de cas de scientifiques exceptionnels qui boycottaient purement et simplement la revue par les pairs a priori. Rien n'empêche, comme l'a très bien fait l'équipe de Didier Raoult, de faire de la revue par les pairs a posteriori, en ouvrant ces données et bien entendu en filtrant parmi les revues celles qui ont reproduit l'étude et celles qui sont des pures opinions de forme et qui ne cherchent pas à réfuter l'étude sur le cœur mais qui font des attaques ad hominem, etc. Ça, c'est la seule revue par les pairs qu'il faut encourager aujourd'hui. La revue par les pairs
a posteriori. Bien entendu, les journalistes étant très souvent, trop souvent, incompétents en matière scientifique, y compris ceux qui ont des rubriques scientifiques. Je pense à la méthode scientifique sur France Culture ou que sais-je quelle autre radio, qui est totalement incompétente en matière scientifique et qui l'a démontré par son incapacité à informer le public sur les fraudes manifestes que n'importe qui pouvait vérifier avec l'équivalent d'une licence dans le domaine de l'étude. N'importe qui pouvait vérifier que l'étude du Lancet était frauduleuse, que ces données n'étaient pas vérifiables. N'importe qui pouvait vérifier que l'étude du New England, qui déclarait aussi qu'elle n'observait pas d'effet sur l'hydroxychloroquine, était en réalité frauduleuse dans son titre, puisque son titre disait le contraire de ce que ces données démontraient. Je vais y revenir. Eh bien, cette émission, mais plein d'autres, de vulgarisation scientifique prétendument capable d'analyser la méthode scientifique, bien entendu, n'a pas été à la hauteur. Alors, tous ces gens-là adorent invoquer la revue par les pairs a priori parce que ce sont des perroquets, qu'ils n'ont pas d'esprit critique, et donc qu'ils ignorent, soit qu'ils ignorent, mais dans ce cas-là ils sont incompétents, soit ils n'ignorent pas, et dans ce cas-là ils sont malhonnêtes. Que la revue par les pairs est critiquée depuis 35 ans, certainement beaucoup plus dans les cercles des philosophes scientifiques, etc., qui ont tout leur intérêt, mais bon, même dans les praticiens au jour le jour de la science, la revue par les pairs est critiquée depuis au moins 35 ans. Et elle n'est intéressante que quand elle relève de l'histoire, de la reproductibilité de la science. Donc quiconque vous dit que la méthode scientifique c'est telle ou telle sous-méthodologie bien précise, vous ment, il n'y a qu'une méthode scientifique depuis que les hominidés marchent sur Terre, l'essai, l'erreur, la correction, la reproduction. Tout le reste n'est que littérature. Alors, dans la guerre de la chloroquine maintenant, de façon donc plus précise, on a eu la rétractation de l'article du Lancet. C'est grave, hein, c'est très grave. Tout simplement parce que, d'abord, ça a brisé une carrière. Au moins une, ça va en briser d'autres, mais au moins une. Un des auteurs de cette étude a été viré manu militari de son université dans l'Utah. Ce qui est dramatique en soi. Il n'aurait pas dû être viré, il aurait pu être réprimandé, il aurait pu... Bon, mais voilà, c'est la façon dont l'université a voulu se détacher de cette fraude, puisque c'était une fraude, des données bidons, des données inventées, bon, dans une crise majeure où chaque information était importante et pouvait sauver des vies, hein, et qui a bien entendu été utilisée par Olivier Véran, le sinistre de la santé, pour faire tout son possible pour interdire l'hydroxychloroquine, ou en tout cas la décrédibiliser. Ce qui est, selon moi, une trahison du peuple, hein, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, on a donc une pratique dans la presse, c'est le blanchiment de fausses informations. Vous avez donc, parce que on se dit, ah non, mais ça a été revu par les pairs, donc c'est forcément vrai, alors que 35 ans d'expérience démontrent le contraire. Vous avez une étude qui dit, voilà, je ne trouve rien sur l'hydroxychloroquine. La presse la reprend immédiatement, l'amplifie, l'exagère. Vous savez, ce proverbe amusant, cette expression, cet idiome, ça sera repris, amplifié, déformé. Eh bien, la presse le fait. Et ça s'appelle du blanchiment de fausses informations. Wikipédia est grand spécialiste de cette méthode. Wikipédia France en particulier est un très grand spécialiste de cette méthode. Sur tous les points un petit peu controversés, ils ne font que ça. Ils prennent une étude bidon et ensuite ils vous mettent la petite référence. Vous savez, un petit numéro, ça fait un petit numéro en bleu à côté d'un mot sur Wikipédia, ça fait tout de suite sérieux. Regardez, il y a des sources, c'est très bien sourcé. Et la plupart des idiots s'y laissent prendre. Ils se disent, mais regardez, il y a un numéro avec une source. Mais non, il faut démonter la source, il faut l'étudier en détail, observer sa méthodologie, voir qu'elle est foireuse et en tirer les conséquences. Cela donc, c'est du blanchiment de fausses informations. Vous avez de la fausse monnaie scientifique qui est publiée par Lancet, par le New England. Ensuite, vous avez un journal qui dit, voilà, c'est une news, c'est une vraie information, l'hydroxychloroquine ne marche pas, voire elle tue ou elle étrangle des chatons à la pleine lune en buvant leur sang. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Ça, c'est le blanchiment de fausses informations. Bien évidemment, mes détracteurs ne pratiquent que cela depuis 6 ans, le blanchiment pur et simple de fausses informations. Alors, là où bien sûr c'est très très grave, c'est qu'il faut comprendre qu'un média, et en particulier Altis Média. Bon, Altis, c'est Altis Quotidien, Libération, Altis Hebdomadaire, L'Express, et Altis Télé, BFM. Bon, eh bien, un média n'a que 2 types de publications aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour les publications scientifiques. Il a les publications qui construisent sa crédibilité, et il a les publications qui la dépensent. Un média doit à peu près publier, disons, 100 fois plus d'études ou de publications qui construisent sa crédibilité que de publications qui la dépensent. À peu près 100 fois plus. Donc, un média,
Bah, évidemment qu'il doit acquérir votre confiance, c'est pas gratuit la confiance, donc il doit vous publier des choses qui sont dignes de votre confiance. L'Express, par exemple, a publié cet excellent dossier sur le charnier de Paris-Descartes, c'est digne de confiance. Bon, hasard, ça a été fait par une pigiste exceptionnellement bonne, mais une pigiste aussi justement, par revendication, c'est-à-dire qu'elle a envie d'être indépendante. Demandez-vous pourquoi. Eh bien, l'Express, ou n'importe quel autre média du groupe Altis, et n'importe quel autre média en général, soit construit sa réputation et sa crédibilité, soit la dépense à vos dépens. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le Lancet, bien évidemment qu'il y a des études sérieuses dans le Lancet, ça n'a jamais été contesté. Bien évidemment qu'il y a des études sérieuses dans le New England Journal of Medicine, ça n'a jamais été contesté non plus. Mais parfois, ils vont mettre ce que l'on appelle en langage policier américain de la bullshit dans la crème glacée. C'est-à-dire, vous avez 1 hectolitre de crème glacée, sans publications qui sont bonnes, sérieuses, travaillées, et puis, allez, on a glissé une petite bouse parce que ça peut rapporter de temps à autre de faire ça. Ah ! C'est pas très glorieux, mais nous avons eu la preuve dans la guerre de l'hydroxychloroquine que les 2 plus grands journaux médicaux à comité de lecture au monde, le New England et le Lancet, l'ont fait de façon répétée, puisque des études bidons de surgisphère, eh bien, il y en a eu de façon répétée. Nous avons aujourd'hui, par la méta-analyse, qui est réputée par les méthodologistes effectivement être le plus haut niveau de preuve qui existe en sciences médicales. Nous avons aujourd'hui par la méta-analyse des preuves absolument tangibles que l'association hydroxychloroquine-azithromycine fonctionne contre le Covid-19. On en avait déjà des preuves intéressantes très tôt dès le mois de mars, c'est-à-dire par intéressant, il faut comprendre, la probabilité que ces preuves aient été dues au hasard était très faible et elle s'affaiblissait à mesure que d'autres études cliniques sortaient. Ce que l'équipe de l'IHU de Marseille a démontré par cette méta-analyse exceptionnellement rigoureuse, c'est que justement, soit on a des études big data qui ont un très fort taux d'association à des conflits d'intérêts, parfois non déclarés, ça c'est grave. Il y en a qui déclarent, il y en a qui disent oui, je suis rémunéré par Gilead, ok. Mais il y en a qui ne le déclarent pas. Oui, je suis rémunéré par ailleurs par Gilead. Oui, mon étude, mon laboratoire, mon groupe a besoin de l'argent de Gilead pour exister et en conséquence, il n'est pas dans son intérêt immédiat financier de démontrer que l'hydroxychloroquine a un effet clinique sérieux. Eh bien, les associations, les études big data étaient associées au conflit d'intérêts de façon très significative, pas les études cliniques où on avait vu les patients, où on avait pratiqué avec les patients l'essai, l'erreur, la correction et la reproduction. Alors également, on a l'étude Recovery. L'étude Recovery, bon, j'ai dit sur Twitter qu'elle était borderline criminelle. Je crois qu'il faudrait enlever le mot borderline. Ils ont administré 2,4 grammes d'hydroxychloroquine à des patients. Parfois des patients prépubères. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des médecins ont pu faire ça, sincèrement. Je ne peux pas comprendre comment, alors que les médias disaient que 600 mg, donc 0,6 g, 0,6 g d'hydroxychloroquine par jour pouvait donner des maladies cardiaques graves et foudroyantes et mortelles. Comment des chercheurs de l'université d'Oxford ont pu donner 4 fois plus? C'est une question, enfin en d'autres temps, il y aurait une commission d'enquête à caractère pénal sur ce sujet. Parce que pénal, ça veut dire qu'il menace la société. Et là, la société a été menacée, la crédibilité des essais cliniques a été menacée. C'est comme justement l'affaire du charnier de Paris-Descartes, où plus personne ne veut donner son corps à la science aujourd'hui, depuis cette atrocité. Eh bien, qui voudra faire des essais cliniques quand il saura que des timbrés à Oxford ont donné 2,4 grammes, 4 fois plus que le protocole Raoult d'hydroxychloroquine. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort associée à ça. Cela dit, leur taux de mortalité a bien sûr été élevé, étrangement. Donc ça, c'est une question qu'il faudra poser. Alors j'ai vu des tarés, hein, j'ai vu un maître de conférence, c'est fou, un maître de conférence. Le type, normalement, devrait avoir un devoir de réserve, être un peu sérieux, qui a dit non, c'est la dose de charge, ça. Vous n'y savez rien, à Berkane, c'est de la dose de charge. Alors la dose de charge, hein, c'est quand on essaie donc de mettre le patient, évidemment, au niveau de la molécule sur le plan plasmatique. Bon, mais non, c'est pas la dose de charge maximale connue par l'Autorité nationale de sûreté des médicaments, c'est 800 mg, 0,8 g. Hein. Comment un maître de conf a pu sortir ça m'échappe aussi. Mais ça prouve bien qu'a priori, la mauvaise foi, la malhonnêteté, ou l'incompétence, ou la folie,
auront primé dans cette guerre de l'hydroxychloroquine. Vous avez des gens qui sont payés par le contribuable pour faire la leçon, maître de conférence, c'est quelqu'un qui enseigne, qui vous disent des conneries pareilles. Et donc, vous avez des chercheurs à Oxford qui ont donné tranquillement 2400 mg d'hydroxychloroquine à des adolescents prépubères. Enfin, c'est bon. On peut parler d'un recovery gate pour cela, bien entendu qu'on peut. L'autre fiasco, c'est Fiascovery. Hein. Bon, Discovery, on nous avait dit que ce serait quelque chose de merveilleux, que ça allait tout trancher, etc. Ça s'est pété en plein vol, ça a été émaillé de conflits d'intérêts qui ont été révélés par tout un tas de médias qui, pour une fois, ont fait leur travail. Mais rappelez-vous la règle, hein. Un média, soit c'est en train de construire sa crédibilité, soit c'est en train de la dépenser. Et puis donc, cette étude, Fiascovery, elle est un scandale, on peut pas dire les choses autrement, elle a coûté beaucoup d'argent aux contribuables, elle n'a rien donné. Nous sommes en droit, vous savez, c'est dans le préambule de la Constitution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tout citoyen a le droit de demander à un responsable public des comptes de son action. Alors c'est valable aussi bien pour notre charmant ministre de la Santé, Olivier Véran, mais c'est valable aussi pour les gens qui ont organisé avec l'argent du contribuable cette étude. Pourquoi n'a-t-elle pas abouti? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le droit de savoir et nous avons le droit de demander des comptes. C'est constitutionnel. Donc, dans le blanchiment de fausses informations maintenant, qui j'insiste, est une pratique beaucoup trop courante, beaucoup trop de journaux le font, Wikipédia le fait, CNN donc a titré dernièrement les États-Unis sont en train de manquer de la seule drogue qui est testée et prouvée contre le coronavirus. Le remdesivir, ils disent. Mais vous êtes complètement malades, les gars. CNN écrit « Les États-Unis sont en train de manquer de remdesivir, la seule drogue vérifiée, prouvée contre le coronavirus. » Le remdesivir, cette drogue fantôme qui met minimum 6 semaines à produire, qui coûte une fortune, qui a des effets secondaires absolument abominables, qui sont même supérieurs au risque, et qui bien sûr, n'a aucun effet clinique démontré contre le Covid-19, bien sûr. Ça me rappelle cette saillie de Barack Obama au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Il disait, c'était sa punchline, je crois Netflix va faire une série où des gens se prennent pour des journalistes, c'est une sorte de docu-fiction où des gens se prennent pour des journalistes sur CNN, et c'est bizarre, parce que d'habitude, les seuls gens à se prendre pour des journalistes à CNN, c'est les journalistes de CNN. Which is surprising, because usually the only people impersonating journalists on CNN are journalists on CNN. Il a tout à fait raison, parce que quand on publie des conneries pareilles, on mérite absolument pas de s'appeler journaliste de près ou de loin. Alors, la maladie totale qu'il faut retenir de cette guerre de l'hydroxychloroquine, c'est la vertu ostentatoire, ou le virtue signaling. La vertu ostentatoire, c'est un vice. Ne vous y trompez pas, c'est un vice. Un de mes grands modèles, Richard Francis Burton, a dit « Dans le cours même du temps, chaque vice a porté la couronne de la vertu, et chaque vertu a été bannie comme un vice ou comme un crime. » Ça, c'est valable à travers le cours des civilisations. Certaines civilisations considéraient telle ou telle pratique comme une vertu, alors que nous la considérons comme un vice aujourd'hui. Certaines civilisations appelaient des vertus des vices, etc. Eh bien, le virtue signaling, la vertu ostentatoire, qui est la fausse monnaie de la vertu, c'est-à-dire c'est du papier vertu, quoi. Si vous dites « moi je suis vertueux », est une maladie beaucoup trop aujourd'hui diffusée chez certains youtubeurs, dans toutes les zététiques. Alors soyons très clairs, la totalité de la communauté qui se fait appeler zététique sur YouTube n'est en réalité qu'une arnaque de fausse monnaie qui ne fait que pratiquer le virtue signaling. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent à acquérir un pouvoir intellectuel sur vous, en vous rabaissant, et en essayant, exactement comme les vendeurs d'indulgence à la Renaissance, et la réforme protestante avait eu lieu spécifiquement pour les contrer, qui essayaient de vous dire « moi j'ai les clés du paradis, et donc donnez-moi de l'argent, parce que c'est moi qui détiens les clés de la maison de Dieu ». Comme l'avait très bien dit d'ailleurs Richard Francis Burton là aussi, la personne qui dit détenir les clés de la maison de Dieu, c'est en général la dernière à y rentrer, elle fermera la porte derrière elle. Eh bien aujourd'hui, bien entendu, après 2 siècles de matérialisme intellectuel, la maison de Dieu, c'est la science, et ceux qui en détiennent les clés, ce sont ces gens qui se prétendent zététiciens, et dont la méthodologie, bien entendu, procède par le cherry picking, c'est-à-dire que quand ils veulent attaquer quelqu'un, ils ne vont faire qu'un cadrage bien précis sur ce qui les arrange. Encore aujourd'hui, par exemple, en ce qui me concerne, vous ne verrez pas un zététicien admettre que j'ai bien
bien été visiting scholar de l'université de Stanford de 2006 à 2007, invité par un prix choc de logique, tout de même c'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine. Ça c'est le cherry picking, c'est un recadrage, hop, comme ça vous arrange, des datas, de ce que vous voulez, pour essayer de servir votre propos. Toute la communauté zététique, sur YouTube en France en tout cas, utilise cette méthode. Mais le virtue signaling donc est un vice bien au-delà de cela, puisque ça vous permet de vous déclarer vertueux sans la pratiquer, la vertu. Après tout, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on est vertueux plutôt que de l'être soi-même par ses actes. Et c'est bien pour ça que Idriss Shah disait « J'ai appris de mon père une chose très simple, ne regardez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font, regardez leurs actes. » Quand vous voyez des zététiciens prétendre être rigoureux et que vous voyez ensuite à côté leur manque total de rigueur sur certains points, eh bien vous comprenez très bien qui ils sont vraiment, quelle que soit leur déclaration. Dans la guerre de l'hydroxychloroquine, donc, aucun zététicien, aucun, ne s'est levé pour dire l'étude Lancet est une fraude, avec des fausses données inventées. Aucun zététicien ne s'est levé pour dire l'étude du New England est une fraude, et son titre est le contraire de ce que ces données avancent. Aucun zététicien ne s'est levé pour dire recovery 2,4 grammes d'hydroxychloroquine. Aucun protocole médical ne justifie cette dose. Même les doses de quinine ou de dérivés de la quinine qu'on donnait au 2e régiment étranger de parachutistes en Indochine ne devaient pas être de ce niveau-là, rendez-vous compte. Eh bien, aucun zététicien ne s'est levé pour soulever cette fraude. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, exactement comme les distributeurs d'indulgences à la Renaissance, sont une mafia qui est dure avec le faible et douce avec le fort. Et donc, dès que quelqu'un est fort face à eux, le Lancet, le New England sont très prestigieux, eh bien, ces gens-là ne vont rien faire, vont s'écraser face au gouvernement, face au Lancet, face au New England. Par contre, face au tout venant, eh bien, ils vont essayer d'affirmer leur supériorité morale en vous mettant leur vertu ostentatoire dans la figure. C'est un bordel. La vertu ostentatoire, vous la voyez aussi sur certains hashtags, quand vous avez l'un ou l'autre youtubeur qui vous met « restez chez vous ». Bon. Rien n'a prouvé que le confinement ne fonctionnait. Ce n'était absolument pas scientifique comme décision. C'était basé sur un modèle dont on sait qu'il est faux scientifiquement, celui de Neil Ferguson, qui n'en était pas à son coup d'essai, puisque c'était aussi ces modèles foireux à Neil Ferguson qui avaient valu un abattage tout à fait excessif du cheptel bovin en Angleterre dans plusieurs situations. Donc, c'est ça la vertu ostentatoire, c'est vous manifester que vous êtes dans le camp du bien. Et pourquoi la vertu ostentatoire est une forme d'oppression violente, ne vous y trompez pas, parce qu'elle sous-tend que vous êtes dans le camp du mal et que la personne qui la pratique, la vertu ostentatoire, est intrinsèquement dans le camp du bien. Et que donc elle va tout faire pour vous expliquer en quoi vous avez tort, mais si vous la suivez, vous serez racheté. Et exactement comme les vendeurs d'indulgence à la Renaissance, vous vendez le péché originel, vous disiez vous êtes intrinsèquement condamné à l'enfer, mais si vous me suivez, si vous êtes soumis à moi, si vous m'offrez toutes vos richesses avant de mourir, eh bien vous serez sauvés car je détiens la salvation. Voilà les zététiciens aujourd'hui. Ils prétendent détenir la salvation intellectuelle, ils prétendent être meilleurs que les autres sur le plan de la rigueur intellectuelle, ce n'est qu'une prétention, elle n'a jamais été démontrée ni rigoureusement ni bien sûr scientifiquement, et cette prétention leur permet d'acquérir un pouvoir sur les autres, un pouvoir qui confine bien entendu au sectarisme. C'est ce que la bataille, la guerre de l'hydroxychloroquine aura démontré. J'ai vu aussi une autre pratique qu'on pourrait appeler le ismisme, c'est-à-dire cette maladie de mettre des ismes partout, de tout essayer de mettre dans une boîte avec un isme qui au final, vous empêche de penser, c'est-à-dire que vous collez tout de suite un isme sur n'importe quel mouvement de la pensée qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus sophistiqué que simplement sa boîte, et vous faites de la pensée en conserve, sans même regarder la date de péremption d'ailleurs de la dite conserve. Je vais prendre un exemple. On a beaucoup évoqué l'ultra-crépidarianisme, donc du proverbe latin sutor ne ultra crepidam, c'est-à-dire qu'un jour donc un peintre était en train de représenter notamment une chaussure, il demande à un cordonnier de lui dire si sa chaussure est bien représentée, le cordonnier lui dit que ça va, mais ensuite entreprend de critiquer le reste du tableau, et le peintre lui dit sutor ne ultra crepidam, cordonnier pas plus haut que la chaussure. Très bien, c'est pédant, c'est abscon, ça permet de montrer qu'on a de la connaissance et de la culture, mais est-ce rigoureux ? On appelle ultra-crépidarianisme le fait qu'un chercheur ou n'importe qui au fond prétendent avoir une opinion sur un domaine qui peut-être n'est pas le sien. Je dis peut-être parce que on a évoqué l'ultra-crépidarianisme quand un généticien parlait de génétique. Mais ce qu'on oublie,
Et c'est pour ça que c'est un concept fallacieux intrinsèquement, c'est que ce concept ne prend pas en compte la symétrie. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont sortis de leur domaine et qui ont connu un ultra-crépidarianisme positif. Positif, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont exprimés en dehors de leur domaine dans l'histoire et qui ont eu raison. Or, l'ultra-crépidarianisme en tant que concept n'est que négatif. Il est intrinsèquement un dénigrement, c'est-à-dire qu'il dit qu'une personne qui s'exprime en dehors de son domaine ne peut qu'avoir tort. Bien évidemment, c'est un cas d'isme, c'est-à-dire de mise en conserve de la pensée et des mouvements intellectuels, qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas honnête intellectuellement. Alors je pourrais vous citer un cas que j'aime beaucoup, c'est celui de Hedy Lamarr, la mannequin et actrice américaine, qui a inventé rien moins que le Frequency Hopping Spread Spectrum, que tous les électrotechniciens connaissent, qui est utilisé aujourd'hui dans le Wi-Fi notamment, et qui était utilisé pour dissimuler des signaux radio, ou crypter des signaux radio pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, Hedy Lamarr, qui avait posé pour du rouge à lèvres et qui était actrice, c'était un ultra-crépidarianisme total de se lancer dans le Frequency Hopping Spread Spectrum. Au-delà de ça, bien entendu, ses pairs ne l'ont pas validé pendant toute sa démarche initiale. C'est seulement la fin et son résultat qui a permis d'apporter quelque chose de significatif à la science. Mais si elle avait été en temps de paix, jamais elle n'aurait été encouragée. Eh bien, elle a manifesté une sortie de son territoire intellectuel et scientifique qui s'est avérée être payante pour l'humanité. Et ça, évidemment, quand on met des ismes partout et quand on pratique la pensée en boîte, on ne peut pas le qualifier et le comprend. Méfiez-vous donc des ismistes, pour les piéger à leur propre jeu. Les gens qui mettent des ismes partout, par exemple, quand on leur a dit « Ah oui, mais l'étude de Lancet est totalement frauduleuse. Ah, ça c'est du whataboutisme. » Pof, empoisonnement du puits, ça s'appelle comme sophisme. C'est-à-dire que vous pouvez plus discuter. Voilà, c'est du whataboutisme. Un mauvais point pour toi, je te distribue un mauvais point parce que je suis un vendeur d'indulgence, donc je suis en position de distribuer des bons ou des mauvais points intellectuellement. Et donc, whataboutisme, haha, je t'ai eu, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Bien entendu, ça c'est de la vertu ostentatoire, encore une fois. Alors voilà les différentes choses qui font que la guerre de la chloroquine a une valeur historique dans l'histoire des idées, a une valeur historique dans le débat public mondial. Ne vous laissez jamais rabaisser par des vendeurs d'indulgence, par des gens qui essayent de vous pointer du doigt en distribuant des bons et des mauvais points. Ne vous laissez jamais qualifié comme incapable d'observer telle ou telle étude scientifique. Les données sont ouvertes, vous pouvez apprendre, vous pouvez aller faire vos recherches aujourd'hui. C'est très bien de le faire. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est un vice d'essayer de comprendre la science ambiante. C'est une vertu et continuez à la pratiquer. Parmi les autres vices que j'ai vus dans la guerre de la chloroquine, bien sûr, l'éternel qui est cité par Nassim Nicolas Taleb comme un des pires vices scientifiques aujourd'hui, l'idée que l'absence de preuves est une preuve de leur absence. Ça, réfléchissez bien à cela. L'absence de preuves est une preuve de leur absence. C'est-à-dire, si j'ai rien trouvé, eh bien ça veut dire que les preuves n'existent pas. Vous avez des psychologues qui pratiquent ce genre de sophisme, comme Pinker, comme Dehaene en France, comme Ramu, bien entendu, qui est un grand spécialiste de cela, qui pratiquent ce genre de sophisme, de dire, attendez, si jamais nous n'avons pas trouvé de preuves, c'est qu'elles n'existent pas. C'est totalement faux comme raisonnement, Taleb l'a amplement démontré, il a préparé d'ailleurs un article ouvert avec revue par les pairs a posteriori, comme il faut faire aujourd'hui. Eh bien, il a préparé cet article pour dire « L'evidence-based », la science basée sur les preuves, n'est pas de la science car vous pouvez truquer les preuves, vous pouvez manipuler vos statistiques. Et il l'a démontré très amplement, de façon rigoureuse, dans son papier. Ce papier fera date dans l'histoire de la pratique scientifique courante. Parce que oui, ce qu'a montré aussi la guerre de l'hydroxychloroquine, c'est que oui, c'est bien d'avoir une médecine basée sur les preuves, personne ne peut dire le contraire, mais on oublie de façon trop naïve que dans ce cas-là, quiconque contrôle les preuves contrôle la médecine. Et on l'a vu donc avec Lancet, avec le New England, qu'il était facile, au mieux quand les preuves étaient passablement vérifiables, comme dans le New England, on pouvait les bidouiller, on pouvait les recadrer de la façon la plus efficace pour démontrer le contraire de ce qu'elle manifestait sur le plan scientifique. Et enfin, avec le Lancet, on a simplement pu prouver que bah oui, des preuves, je vous en fabrique, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais vous mettre des numéros, des trucs, inventer des patients en Australie, c'est faisable. Et si un grand journal le qualifie, vous avez blanchi ces fausses preuves. Donc, l'idée que l'absence de preuve est une preuve de leur absence, ce serait comme dire que en fait, vous avez perdu vos clés, et puis quelqu'un arrive dans la pièce avec un pointeur laser, il fait « Ah, désolé, mon pointeur laser n'a pas trouvé les clés, donc elles ne sont pas dans cette pièce. »
Bon, bah ça c'est ça. Si vous voulez quelqu'un qui vous dit l'absence de preuve, c'est la preuve de leur absence, ou qui pratique ça, sans vous l'affirmer, parce qu'il se rendrait quand même rapidement compte que c'est stupide, eh bien c'est quelqu'un qui fait la même chose, c'est-à-dire que la science n'a pas plus de champ qu'un pointeur laser. C'est bien ou c'est mal comme on veut, mais la méthode scientifique actuelle, les expériences étant tellement précises, n'ont pas plus de champ d'investigation qu'un pointeur laser. Or, le réel, bien entendu, est beaucoup plus grand qu'une pièce, beaucoup plus grand même que la Terre, au fond. Donc, explorer la Terre avec un pointeur laser vous permet de trouver des choses, c'est tout à fait exact, il faut continuer à le faire, mais ne vous permet en aucun cas de dire que vous avez passé toute la Terre au laser, et que si vous n'avez rien trouvé, c'est que rien n'existait a priori. Ça, c'est faux, et beaucoup trop de scientifiques, comme Dehaene, comme Pinker, comme Ramu, ont fait leur carrière sur des mensonges scientifiques de ce genre. Donc voilà, les quelques points, les quelques sophismes, les quelques grandes manipulations intellectuelles qui ont été révélées par la guerre de l'hydroxychloroquine, qui vont vraiment, j'insiste, faire date dans l'histoire de la méthode scientifique pratique, dans l'histoire de la publication, de la science. On le voit aussi avec le confinement pour les universités. Les universités ont commencé à faire de plus en plus de cours en ligne, et en conséquence, les étudiants qui payaient jusqu'à 45 000 $ par an pour certaines universités américaines ont demandé à être remboursés. Alors les universités vont avoir besoin de changer leur modèle d'affaires. Également, si les grands journaux comme le New England et comme le Lancet ne valent plus rien, parce qu'on peut démontrer qu'exactement comme les agences de notation pendant la crise financière de 2008, eh bien, ils mettaient AAA à du papier qui ne valait rien, parce que c'est exactement la même chose. Quand le Lancet a publié cette étude bidon, il a fait comme Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui ont mis AAA à des obligations pourries. C'est la même et exacte chose. Le papier-monnaie de la finance et le papier-monnaie de la science. Parce que oui, le papier de la science, c'est comme ça que vous faites carrière, ça vaut de l'argent. Et pour un laboratoire pharmaceutique, ça vaut encore plus. Donc c'est du papier scientifique, d'ailleurs on dit un papier tout simplement. Eh bien, ce papier peut être falsifié, peut être truqué, exactement comme le papier-monnaie de la finance. 2008 a démontré amplement que quelque chose du papier financier noté AAA pouvait être de la merde en boîte. Eh bien, 2020 a démontré de façon finale que du papier scientifique noté AAA pouvait aussi être du caca emballé dans du cellophane. Or, les universités, dans leurs classements internationaux pour attirer les étudiants, se basent sur ces publications. Les classements de Shanghai ou du Times Higher Education qui font autorité, et qui sont bien entendu bidons, mais qui font autorité, aussi par prophétie autoréalisatrice. Si vous êtes à la tête, eh bien les élèves vont se dire que vous êtes géniaux, et petit à petit cette université va le devenir, parce qu'elle va attirer les meilleurs élèves. Eh bien, il va y avoir une redistribution de ces classements. Cela pourrait être une grande opportunité pour la France. La France, si elle était intelligente, alors la France a toujours été intelligente, c'est son administration qui ne l'est pas forcément, mais si elle était intelligente, la France, eh bien, elle recréerait une plateforme ouverte qu'elle a déjà commencé, ça s'appelle Hyperarchive en ligne en France, HAL, H-A-L. Elle recréerait une plateforme ouverte avec une revue par les pairs a posteriori. Elle ouvrirait sa science, le CNRS et toutes les universités françaises seraient encouragées à le faire, et bien entendu, elle pourrait se détacher complètement de cette course aux plus grandes revues scientifiques par un nom, parce que vous savez que les chercheurs, malheureusement en France, sont obligés de privatiser leurs recherches. Si un chercheur au CNRS a une magnifique découverte à publier, il va la donner gratuitement à Nature ou à Science, et ensuite un autre chercheur dans un autre laboratoire devra payer un abonnement pour lire cette découverte qui a été faite par un de ses collègues, payé avec l'argent du contribuable. C'est tout à fait scandaleux. C'est si scandaleux d'ailleurs que le système académique américain, enfin californien, les universités californiennes, le University of California System, donc UC Berkeley, UCLA, UCSF, etc., a interdit cette pratique et a dit si vous êtes payé par l'argent du contribuable, votre recherche doit être ouverte, point barre. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Il faudrait demander, bien entendu, à beaucoup de chercheurs combien de fois ils ont privatisé une recherche qui avait été payée par l'argent public. Voilà donc le paysage complet de toutes les, j'insiste, de toutes les fraudes, et qui fait vraiment que 2020 fera date dans l'histoire de la méthode scientifique. Mon tout dernier point sera le sophisme de la calculette. C'est-à-dire que quand vous négociez dans un souk, ou aller dans le quartier chinois à Paris, puis essayer d'acheter un truc, une qipao par exemple, une robe traditionnelle chinoise, c'est du vécu, pas pour moi je vous rassure, et vous essayez d'avoir le prix, parce qu'évidemment il n'est pas indiqué, et vous avez le vendeur, pas con, il vous le montre sur une calculette. Ça c'est la technique. Il vous le montre sur une calculette, parce qu'on discute pas avec les maths. C'est une calculette, c'est pas lui qui vous l'annonce, c'est pas lui qui vous dit ça sera 250 balles. C'est la calculette, il vous fait un truc, 250 balles.
Qu'est-ce qu'il a fait comme calcul? Non, c'est la calculette qui dit 250 balles, c'est le prix. Ça, c'est la méthode de la calculette. On vous met en face une donnée, et vous vous dites, je peux pas négocier avec une calculette, c'est la science, c'est rigoureux. Eh bien, toutes les études bidons qui ont été rétractées sur l'hydroxychloroquine, c'était ça. Le Lancet, le New England, et bon, Recovery, c'est un cran au-dessus, puisque c'est des doses qui sont injustifiables, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan déontologique. Mais ces données bidons du Lancet, c'est ça, c'est une calculette. Et ok, Lancet a rétracté, mais est-ce que CNN a rétracté son article? Bien sûr que non. Est-ce que les autres journaux qui l'ont reprise, est-ce que Olivier Véran s'est excusé? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, les conséquences politiques de l'utilisation de cet article n'ont pas été rétractées non plus. Donc c'est ça, au fond, sur lequel je voulais conclure, le sophisme de la calculette, par lequel vous faites gober à quelqu'un n'importe quoi, dès que c'est écrit sur un écran digital.